Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 90e webinaire du Forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales. La session d'aujourd'hui est assez spéciale et consacrée au documentaire. Nous parlerons de comment réaliser un bon documentaire. Et comme à chaque rendez-vous, je ne suis pas seul. J'ai avec moi deux invités qui nous font l'honneur de partager avec vous leur expérience, des conseils et de précieuses recommandations. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, le directeur du forum qui organise ce webinaire. C'est un forum du Centre international pour les journalistes CFJ basé à Washington et lancé en collaboration avec le réseau international des journalistes IGNET pour offrir aux journalistes des ressources, des opportunités et leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour travailler. C'est un forum que nous avons lancé en 5 langues. Il existe donc en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais. Et nous avons plus de 13 000 journalistes qui participent à nos différentes activités, les webinaires, les formations et ateliers en ligne. Si vous êtes journaliste, je vous invite à rejoindre notre groupe privé sur Facebook. Je mettrai dans quelques minutes le lien dans la boîte de discussion qui est en bas de votre écran. Vous assistez aujourd'hui à notre webinaire au cours duquel nous aborderons toutes les questions concernant le documentaire, de l'idée à la réalisation du projet, les étapes de préparation, le choix du sujet, comment raconter son histoire, le style d'écriture adopté, les matériels qui sont indispensables, les techniques de tournage, des mécanismes pour trouver du financement et les stratégies de diffusion. Karim, Patrick Namouano et Berdi Pambou sont nos invités. Karim Namouano est titulaire d'un diplôme d'administrateur du cinéma et de l'audiovisuel. Il est journaliste à la télévision nationale du Burkina Faso et réalisateur de documentaires scientifiques. Son premier documentaire, L'eau de la honte, est primé au Festival du film scientifique africain comme meilleur documentaire scientifique africain en recevant les Milk d'or en 2013. L'année suivante, l'ONG Wata Aid attribue au même film un prix spécial au Galian, qui est une cérémonie de distinction des meilleurs journalistes du Burkina Faso. Après 4 ans, Karim décroche en 2018 pour la seconde fois les Milk d'or avec sa réalisation Les OGM, la controverse. Un prix qui lui a valu un stage de réalisation en France en 2019. Il a à son actif plus d'une quinzaine de documentaires, tous genres confondus. Karim Namono, bonjour. Bonjour aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là avec nous aujourd'hui. Merci également à tout le monde. C'est un plaisir partagé. Notre second invité est Berdi Pambou. Il est diplômé en journalisme à l'université Marienne Gouabi. Il est pratiquant du mobile journalisme, du journalisme mobile. Il est également journaliste reporter d'images et suit plusieurs formations en journalisme web. Il est l'un des lauréats de l'Afrique au féminin avec son court documentaire Angélique, la voix des pygmées Aka, diffusé dans l'émission Enquête d'Afrique sur Canal+. Il a collaboré avec plusieurs médias, avec Galaxy Press pour la réalisation et tournage de reportages pour l'émission Réussite. En début janvier 2019, Berdi Pambou devient l'un des nombreux jeunes correspondants à travers le monde de l'émission de la jeunesse africaine du monde. Alors, on dit quoi sur les antennes de Radio France Internationale. Il fait des reportages pour AgriBusiness TV et depuis 2020, il travaille comme correspondant de TV5 Monde au Congo-Brazzaville. Bonjour, Berdi Pambou. Bonjour, Kossi, bonjour à tout le monde. Comment vous allez? Non, ça va super, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Plaisir partagé en tout cas. Avant de commencer, je souhaite rappeler aux confrères et aux consoeurs que ce webinaire se veut interactif, ce qui veut dire que si vous nous suivez, vous avez la possibilité de poser vos questions à nos chers invités. Vous pouvez poser vos questions si vous nous suivez en direct sur Facebook, dans les commentaires sous la vidéo, mais pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent via Zoom, vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de discussion qui est juste en bas de votre écran. Ma première question s'adresse à M. Karim Namouano. Vous avez réalisé plus d'une quinzaine de documentaires et remporté plusieurs prix.
Pouvez-vous nous dire comment naît un projet de documentaire? Oui, merci aussi. Un projet documentaire est d'une idée. On a déjà une idée sur un sujet qui est intéressant, un sujet réel, parce que le documentaire, c'est ça aussi, c'est pas de la fiction. Donc, quand on a une très bonne idée et quand on a aussi une idée qui peut avoir un intérêt pour le spectateur, on peut déjà se dire qu'on a une très bonne idée. Avoir l'idée seule ne suffit pas, mais quand on a déjà reçu une petite formation, un background sur la réalisation, sur la production d'un documentaire, cela peut déjà nous orienter sur comment peaufiner l'idée. Parce qu'on peut avoir plusieurs idées, mais quelle est la meilleure idée? Et le plus souvent, il faut aussi consulter, en tout cas, un certain nombre d'acteurs qui pourraient aussi vous accompagner dans la réalisation pour mieux peaufiner l'idée. Parce que toute idée n'est pas forcément réalisable dans un documentaire. Donc, il ne suffit pas d'avoir une idée, il faut avoir une idée en tout cas réelle, qui peut avoir de l'intérêt pour le spectateur. Parce que là aussi, il y a de l'information à donner, il y a un objectif aussi. Il faut partager avec tous ceux qui vont suivre, sinon il y a beaucoup de sujets, mais les sujets ne sont pas forcément de bons sujets. Karim, comment savoir qu'on a une bonne idée? Comment savoir que cette idée, elle est la meilleure ou elle peut servir à réaliser un documentaire? Moi, j'ai un exemple souvent. D'abord, étant journaliste, j'ai déjà appris à faire un peu le choix sur certains sujets qui ont un intérêt pour le public. Parce que là, il y a des critères pour pouvoir choisir un sujet pour faire un reportage ou une enquête. Et donc, de là, et quand on connaît aussi le public que nous avons avec nous, et cela peut déjà nous orienter. Et quand mon collègue Berdi s'intéresse sur un sujet qui a aussi un intérêt au-delà de son pays, vous voyez, on sent que le sujet peut avoir aussi un intérêt, pas forcément pour les spectateurs de mon pays, mais au-delà. Et le plus souvent, il y a des partenaires aussi qui ont déjà quelques orientations qu'ils peuvent faire. On sait qu'aujourd'hui, notre environnement est menacé. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des pandémies, quand on sait qu'aujourd'hui aussi, il y a les questions d'insécurité. Vous voyez, ce sont des éléments comme ça qui peuvent bien nous orienter sur un sujet. Et je prends un exemple sur celui qui a suivi un peu l'immigration, là donc, Méditerranée. Vous vous rendez compte que c'est des sujets qui font l'actualité. Donc, quand on porte ça sur un documentaire, on se dit naturellement que ça peut être un bon sujet. Et maintenant, quitte à le peaufiner, à l'arranger, à avoir des conseils, des suggestions, pour davantage se dire que maintenant, à partir du moment où ça intéresse plusieurs personnes, ça peut être un bon sujet. Monsieur Berdi Pombo, partagez-vous l'avis de votre confrère Karim. Comment naît un sujet, comment naît une idée de reportage, comment naît une idée de documentaire? Non, mais Karim l'indique très bien. Au départ, c'est une idée, mais après, ça doit avoir de l'intérêt pour tout le monde. Quand on choisit un sujet, ça ne doit pas que t'intéresser toi, mais tu dois penser à ton public, la cible, lesquels qui vont le suivre. Donc, ça doit avoir un intérêt pour un grand public, pour plus de gens, pas que dans ta localité, mais ça doit toucher plus de monde d'ailleurs. Moi, je prends par exemple le cas du sujet dont j'ai réalisé sur Angélique, la voix des femmes au Aka. C'est une femme autochtone, mais après, le problème, il n'est pas congolais, le problème est général. Donc, c'est un problème qu'on peut retrouver ailleurs en Afrique, tout comme en Asie ou encore en Amérique, quoi. Donc, l'idée ne doit pas être simplement pour soi, quoi. Ça doit être partagé plus largement. Donc, c'est très important ce qu'a signifié Karim là. Et aussi de savoir que, comme l'a dit aussi Karim tout à l'heure, hein, toutes les idées ne fait pas forcément le sujet. Parce que l'idée peut être là, mais après, ça ne fait pas le sujet. Après, il faut toujours en discuter, soit avec les partenaires qui accompagnent le sujet, soit avec les collègues avec qui vous formez l'équipe. En ce moment-là, vous allez bien peaufiner le sujet, vous allez bien peaufiner l'idée, et de là, vous allez faire sortir un documentaire ou encore un sujet qui va intéresser plus du monde et peut-être qui va être source d'une solution sur un problème quelque part, quoi. Je voulais justement vous poser une question par rapport à ce documentaire qui vous a permis de remporter le prix, de savoir quelles ont été les clés de succès de ce documentaire. Est-ce que c'est parce que le sujet a été bien choisi? Est-ce qu'on peut partir d'un mauvais sujet et réaliser un bon documentaire? Euh,
L'idée, quand tu as l'idée au départ, ça peut être une mauvaise idée, mais après échange avec les autres, ça peut se transformer. Sur le cas de ce sujet d'Angélique, c'est suite à une formation qu'on a eu à suivre avec Galaxy et Canal+. Et moi, je proposais un sujet par rapport à mon vécu, par rapport à, parce que moi, au Congo, à Brazzaville précisément, je rencontrais souvent le groupe dont Angélique faisait partie. Et c'est suite à des échanges avec le manager du groupe que moi, j'ai pensé à faire ce sujet de reportage. Et on a travaillé avec l'équipe qui nous accompagnait sur cette réalisation. Donc, oui, ça peut être au départ une mauvaise idée pour soi. Comme on dit, hein, il y a pas à vrai dire, il n'y a pas de mauvaise idée. Il suffit de le partager et l'autre en face de toi peut sortir de ton idée une facette qui va intéresser un grand public, quoi. Monsieur Karim, je remarque que vous aviez envie d'ajouter quelque chose. Quand je prends un peu le cas sur les OGM, la controverse, vous savez que le Burkina Faso, quelques années, sollicité par des laboratoires internationaux pour la production donc, de moustiques génétiquement modifiés, on parle de lièvre. Donc, il y a la recherche sur cette question. Il y a aussi la société civile qui se prononce sur le sujet. Il y a des partenaires. Donc, oui, c'est pour dire que c'est cet intérêt-là. Le sujet, déjà, il est là. Et l'idée, donc, part de là. Et on se dit, bon, à partir de ce sujet-là, on peut trouver donc des arguments, on peut trouver des acteurs, parce que la réalisation aussi, c'est des interviews, c'est des images, et donc c'est aussi le son. Et quand on a un sujet qui se prête à tout cela, voilà, on tient le bon bout. Monsieur Karim, lorsqu'on est sûr d'avoir le sujet, quelles sont les autres étapes? Après le sujet, on passe à quoi dans la réalisation? Quelles sont les étapes en fait de préparation après avoir déjà choisi ou trouvé son sujet? Donc, dès qu'on a le sujet, moi je crois qu'il faut déjà commencer à faire la recherche documentaire. La recherche documentaire, c'est vrai, c'est des documents physiques, mais aussi ça peut être à travers des documents audiovisuels, ça peut être aussi des conseils que des confrères vous donnent. Donc, il y a aussi l'idée, il faut l'écrire, c'est-à-dire un peu comme un scénario. Parce qu'avant d'aller sur le terrain pour le repérage, il faut déjà avoir au moins l'ossature. Donc, quand on a l'ossature, le terrain ou le repérage peut venir améliorer quelques angles, mais on a déjà une idée. Et donc, quand on a l'idée, il faut l'écrire. Et quand on l'écrit déjà, c'est déjà une bonne piste. Monsieur Bardi, pour vous. Non, mais effectivement, moi, par exemple, quand je trouve mon idée de sujet, quand je sais sur quoi je veux travailler, j'essaie toujours de construire mon film après, mon documentaire après, parce que c'est vrai que je fais pas de fiction, je fais de la réalité. L'idée y est, je sais ce que je sais sur quoi je veux travailler, mais je sais de construire en disant, bon, en fait, je crée mes séquences, quoi. Bon, j'aurai telle séquence à tel lieu, j'aurai telle séquence à tel lieu. En ce moment-là, comme a dit Karim, je sais ce que je vais chercher sur le terrain. Mais après, le terrain, c'est pas forcément ce qu'on imagine dans son bureau, c'est pas forcément ce qu'on écrit sur son ordinateur. Il y a d'autres réalités où on peut maintenant joindre par rapport à ce qu'on a prévu. Mais sinon, quand l'idée est, après d'avoir discuté avec, avec les confrères ou quand, si tu es sûr sur ton projet, quand tu es sûr de ton projet et tout, et tu essaies de construire ton reportage dans ton bureau à partir de ce que tu veux avoir comme résultat à faire. Après, c'est dans ce moment-là que tu vas commencer à passer aux prochaines étapes, quoi. Chercher à aller sur le terrain si c'est le moment, quoi. Quelles sont, selon vous, les compétences qui sont indispensables en fait, pour être documentariste ou pour réaliser un documentaire? Oui, à mon avis, ce qui est déjà fondamental, il faut avoir de la passion, il faut avoir de la connaissance sur le sujet, il faut avoir également une formation sur le comme le journalisme, comme le cinéma, il faut avoir des notions sur le cadrage, les valeurs de plan, les séquences, comme l'a dit Bernie. Et donc, cela peut te permettre quand même d'être sur la bonne piste en fait, parce que même l'équipe que tu vas choisir, il faut déjà avoir une idée de qui peut faire quoi, comment et quand. Donc, c'est des éléments qui vont te permettre déjà de savoir qu'il te faut une bonne équipe. Et vous-même également, après avoir fait de la documentation, la passion est vraiment un élément fondamental. Parce qu'une image pour un plan donné ou bien pour plusieurs plans, il y a une histoire qu'on veut véhiculer, il y a des images. Et donc, si vous avez la passion, vous arrivez à faire mieux que celui qui n'a pas la passion parce qu'il y a de la littérature sur le documentaire.
mais la littérature, ce ne suffit pas. Il faut de la passion, il faut de l'engagement, il faut de la motivation, il faut aimer le sujet en elle. Ouais. Pour ne pas tomber, aimer c'est bien, mais pour ne pas tomber un peu dans le piège de finalement être dans le sujet, voir un élément, voilà. Parce qu'il est peut-être que Bedri va apporter des précisions. Donc, c'est très important d'avoir ces éléments, mais il y a aussi des pièges qu'il faut éviter. Moi, personnellement, en plus de tout cela, ce que je peux ajouter, c'est la créativité. Il faut aussi avoir de la créativité parce que c'est quand même, c'est un travail d'artiste, en fait. C'est un travail d'artiste. Il faut, en plus de tout ce qu'a dit Karim, il faut avoir de la créativité. Il faut vraiment avoir de l'imagination, essayer assis dans son bureau, essayer d'imaginer ce qu'on va chercher, comme dit Karim, les valeurs de plan, comment je veux le faire et tout. Et même là, si par exemple, tu n'es pas, parce que moi, sur plusieurs cas, je suis moi-même à la caméra, mais si tu n'es pas sur la caméra, tu sais ce que demander à ton cadreur d'aller chercher. Tu sais lui dire, tu sais l'orienter, tu dis, mais moi, je veux que ça, tu le cherches comme ça parce que c'est important pour moi. Donc, c'est cette construction visuelle aussi, quoi, qui est très important dans ce travail. Et ça, j'ajoute juste par rapport à ce que déjà a cité Karim. Et je pense que c'est très important, ça. Donc, clairement, il ne suffit pas d'avoir une caméra à l'épaule et maîtriser quelques outils de montage et voilà, on se lance. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Il faut aimer la chose comme a dit Carré, mais il faut pas trop aimer la chose de peur de tomber dans des erreurs. Il faut aimer la chose, il faut avoir de la créativité, il faut avoir de l'imagination. En plus de tout ça, il faut avoir des éléments techniques pour maîtriser la caméra, le montage, l'écriture et tout. Mais il faut être un artiste, quoi. Il faut être comme un peintre qui veut faire son œuvre, mais il a ce fougue-là, il imagine ce qu'il veut faire sortir à la fin, quoi. Il faut vraiment avoir ça. Oui, aussi, aussi voilà, j'ajouterais effectivement peut être un artiste, parce que c'est de l'art. C'est de l'art. Vous voyez, quand une image est projetée, le regard que plusieurs personnes peuvent avoir, l'interprétation, l'imagination qui se complète derrière cette image-là, il faut être vraiment un artiste. C'est de l'art, en réalité, c'est vraiment de l'art et c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. Et, c'est, ouais, en fait, dans le sens, souvent, quand le résultat est donné à la fin, parce que je le parle, je dis cela par rapport au sujet que je viens de réaliser il n'y a pas très longtemps pour l'émission Affaires mystiques. C'était magnifique, c'était une belle expérience, aller à la rencontre des gens, échanger avec des gens, écouter toutes ces histoires, mais à la fin, quand tu suis ton travail à la télé, ben là, tu te dis, tu vois, j'ai accompli, quoi. Parce que, et par contre, ça réveille aussi des sensations auprès des téléspectateurs, quoi. Et aussi, Mon micro, il est coupé, n'est-ce pas? Je viens de le réaliser. Je suis en train de lire une question qui a été posée dans les commentaires sous la vidéo, on dirait sur Facebook, dans le groupe privé. La question est dit ceci, en tant que freelance et que l'on a une idée de documentaire, faut-il décrire le squelette détaillé du documentaire avec les lieux, les personnes à interviewer pour démarcher des partenaires? Y a-t-il un document type à suivre pour proposer son sujet à des boîtes de production? oui, Moi, personnellement, je dirais, il faut pitcher son sujet parce que c'est un sujet, tu vas voir les boîtes de production et tout, mais tu le pitches. Et après, après, certainement, il va y avoir les échanges. C'est là où tu pourras peut-être détailler ton sujet auprès de ces boîtes de production parce que tu ne vas pas le pitcher qu'à une seule boîte de production, tu peux le pitcher à plusieurs boîtes de production. Donc, du coup, il faut vraiment connaître comment écrire son pitch, il faut vraiment connaître comment présenter son sujet pas en détail, mais il faut vraiment, y a- en termes de pitcher, quoi, il faut vraiment le pitcher, il faut savoir comment vendre son sujet. Et en ce moment, quand la boîte te répond positivement, c'est seulement là que tu vas commencer à ouvrir ton sujet, donc c'est-à-dire parler des séquences que tu as prévues. Certainement, la boîte aussi va te proposer comment est-ce qu'eux ils souhaiteront que tu puisses travailler ton sujet, comment est-ce qu'eux ils souhaiteront, qu'est-ce qu'eux ils souhaiteront avoir. Mais là, avec la boîte, vous allez voir comment est-ce que vous allez organiser tout ça, quoi. oui, aussi, je voudrais juste apporter une précision sur le fait que les partenaires ont déjà leur centre d'intérêt.
et que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit l'UNICEF, que ce soit la Fondation Bill et Melinda Gates. Donc, chaque partenaire a déjà son centre d'intérêt. Et donc, si on veut proposer une idée de documentaire à un partenaire et espérer l'accompagnement financier de ce partenaire, il faut naturellement être dans son centre d'intérêt. Si vous n'êtes pas dans son centre d'intérêt, ce n'est pas évident que vous aurez un accompagnement de sa part. Et dans le cas d'un média, par exemple, d'une chaîne de télévision à qui on souhaite adresser son pitch. Je veux juste ajouter, en prenant l'exemple un peu de mon film sur les OGM, oui, le plus souvent, toutes les télévisions ont besoin de production à diffuser. Ils n'ont pas forcément un angle précis, un peu comme les partenaires. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand on a un sujet, qu'on sent le sujet, et que cela a un intérêt, si on a les moyens de le réaliser soi-même, il faut le faire. Et si cela a un intérêt pour le public, parce qu'on l'a dit tantôt, si le public a un intérêt, donc la télévision qui a aussi besoin de donner de l'information, de partager un documentaire qui intéresse son public, naturellement pourrait être diffusé. C'est vrai qu'on parlera plus tard des télévisions et des financements, et puis voilà, donc c'est pas toujours évident. C'est toujours bien déjà d'avoir, de faire considérer son centre d'intérêt au centre d'intérêt de la télévision et des partenaires. Une question de notre confrère, c'est quoi la différence entre un documentaire et un reportage? Oui, il faut faire le reportage, on le dit, c'est raconter une histoire, c'est mettre de l'émotion, faire sentir, faire vivre. Mais le documentaire, c'est beaucoup plus que cela. Le documentaire fait appel à une grande recherche documentaire. Le documentaire fait appel à toutes compétences qui sont plus du cinéma que du reportage qu'on a à la télé. Et quand on prend juste une séquence qui a besoin de plusieurs plans, au reportage, on n'est pas forcément inscrit dans cette dynamique, quoique on utilise toujours la caméra, quoi qu'on utilise toujours le commentaire, quoi qu'on utilise aussi la musique. Mais en tout cas, le documentaire, c'est beaucoup plus fouillé, c'est beaucoup plus recherché, c'est beaucoup plus riche, c'est varié que le reportage, qui est juste sur un élément ponctuel, un événement qui a besoin rapidement qu'on partage l'information à un public donné. Le documentaire, c'est vraiment plus riche, c'est une recherche. Oui, évidemment, c'est ça. En fait, le documentaire, il est plus fouillé, il va plus dans le profondeur du sujet, tandis que le reportage, déjà en termes de durée, le reportage, il peut durer 1 minute 30, mais le documentaire, lui, il va au-delà, parce qu'il te donne plus d'informations sur ce que le reportage, je ne dis pas que le reportage ne donne pas de l'info, mais le reportage reste sur ce qui est concis, sur ce qui est là. Mais le documentaire, il va chercher l'information dans les profondeurs, il va te faire sortir plusieurs séquences sur un sujet où tu as peut-être tourné 1 minute 30 pour un reportage ou 1 minute 45 ou 2 minutes pour un reportage, mais le documentaire va dans les profondeurs de ce sujet, quoi. Donc, c'est détaillé, quoi. Une autre question du journaliste Ruth. Pour perfectionner le travail, est-ce qu'il faut soi-même monteur et caméraman? Parce que souvent, ce n'est toujours pas facile quand on n'a pas ces qualités et que le monteur ou le caméraman ressorte l'idée voulue ou recherchée. Donc, pour faire appel à la créativité, est-il donc préférable d'être soi-même preneur d'images, monteur et réalisateur? C'est la question de participant. Oui, Personnellement, je dirais plutôt oui, il est important d'avoir des notions sur ces éléments-là parce que tu ne peux pas être à la caméra soi-même, mais quand tu as des notions, tu sauras comment orienter ton cadreur, comment tu sauras lui demander qu'est-ce qu'il faut aller chercher, quoi. Et c'est là où la créativité arrive. On peut ne pas connaître manipuler une caméra, mais on peut connaître des valeurs de plan. On peut connaître que ça, c'est tel plan, et tu peux demander à ton cadreur, va me chercher tel plan, parce que le film, il se passe en gros, premièrement, dans ta tête, hein. Toi qui as l'idée, c'est toi qui imagines tout ça en premier. Et il est important, oui, d'avoir des notions sur ces matériaux-là, quoi. C'est très important d'avoir de la connaissance de ces outils. oui, je complète en disant effectivement, il faut avoir de la connaissance, il faut même pratiquer. Mais quand il s'agit d'un documentaire où on a utilisé pratiquement 2 ou 3 caméras pour avoir des valeurs champ contre champ, des valeurs de plan, et c'est vrai que si on est soi-même à la caméra et que toute l'équipe également, vous avez travaillé ensemble et que vous partagez la même vision, c'est aussi un atout. Parce qu'il y a des documentaires où qu'on peut réaliser avec plusieurs caméras
Et donc, quand on est sur la caméra principale ou sur les caméras secondaires, et que si l'équipe aussi, et si vous avez des notions, vous parlez facilement, vous communiquez facilement, que si vous êtes là en dehors et vous attendez qu'on vous envoie des images, et parfois, ce n'est pas toujours satisfaisant. Pouvez-vous nous parler de l'écriture visuelle, de l'écriture qui est propre au documentaire? Est-ce qu'on écrit de la même façon qu'on fait un reportage, qu'on écrit, qu'on réalise une enquête? Comment ça se fait en fait dans ce domaine du documentaire? Comment l'écriture se fait? Est-ce qu'elle a des caractéristiques spécifiques? Oui, il y a des caractéristiques pour être plus simple, hein, c'est-à-dire quand on finit le documentaire, il faut d'abord, le plus souvent en reportage, je vois bien quand on entre des images rapidement, on écrit un texte et on place le texte et on colle des images sur le texte. Mais dans le documentaire, les images doivent parler. Il faut d'abord créer tout le documentaire avec des images et ensuite, maintenant, le texte vient soit pour compléter l'image en information, soit pour expliquer l'image qu'on voit. Mais le plus souvent, il y a moins de commentaires parce que le documentaire, il y a aussi de la musique, il y a aussi de l'infographie. Et donc, c'est ça la différence. Donc, pour le documentaire, c'est les images qu'on place le plus souvent. Et après, on trouve maintenant le texte qui va avec parce qu'on a fait de la recherche documentaire. Mais quand c'est un reportage, c'est rapidement le texte et on cherche des images pour courir. Moi, j'ajouterais également, ça doit être des stories, quoi. Les images et les commentaires doivent concorder. Ça doit pas être, là, on voit quelque chose d'autre et là, on dit quelque chose d'autre. Ça doit vraiment, c'est une story, c'est de raconter parce que c'est ça aussi qui garde les gens à la télévision. C'est quand les gens écoutent des histoires, ils sont en train de le voir et c'est attrayant, quoi. C'est attirant. Une autre question qui nous vient du journaliste Bilder Nelson. Quels sont les différents aspects basiques d'un bon documentaire? Oui, les éléments basiques, il faut déjà avoir de bonnes images. Il faut déjà avoir de bonnes images et soi-même avoir une petite connaissance sur le sujet. Et avoir une équipe également qui est capable de t'accompagner dans la réalisation de ce sujet et avoir aussi dans l'équipe en tout cas un bon monteur parce qu'il y a un langage, parce que les images on ne les colle pas n'importe comment. Parce que même si on n'a pas fait de la réalisation, quand on suit un documentaire, il y a des images, on se dit non mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on voit un monsieur qui était censé sortir et on le voit finalement qui est d'un autre côté, on se dit non mais qu'est-ce qui se passe? Là c'est quand on n'est pas réalisateur. Donc les éléments de base, il faut avoir donc un bon cadre, il faut connaître ce sujet, il faut avoir bonne connaissance sur le langage cinéma, sur ce qu'on veut partager à ce public. Ouais. Karim a tout dit, il faut vraiment avoir aussi la bonne maîtrise de son sujet, connaître ce qu'on va chercher, c'est très important. Tout à l'heure, au départ, on parlait des idées, il faut bien maîtriser son sujet, connaître ce qu'on va chercher, après avoir tous les équipements qu'il faut, quoi. Et soi-même aussi avoir de la connaissance, comme on disait tout à l'heure, sur euh, ce qu'il faut utiliser, la caméra, le monteur. Il faut avoir un bon monteur, oui. Tout ça, c'est ce qui compose, c'est basique, c'est important au départ pour se lancer, quoi. Monsieur Bambou, une question un peu personnelle à vous. Comment êtes-vous venu à vous intéresser au documentaire? Comment a lieu cette rencontre? La, la rencontre, elle est venue suite à ma formation avec Galaxy à Abidjan en 2018, parce que j'ai fait cette formation et durant cette formation, on nous a appris à faire des reportages magazines. Et en faisant les reportages magazines, on se rend compte que, ben, écoute, on raconte des belles histoires. En fait, on fait la télé autrement. On fait la télé autrement parce que tu as l'opportunité de faire le sujet 10 minutes, plus de 10 minutes et tout. Et c'est à partir de ce moment-là, par rapport à tout ce qu'on vit tous les jours, moi, je me suis dit, mais tiens, et il y avait ce prix-là qui était l'Afrique au féminin qui était là. Il fallait proposer d'abord des sujets. Donc, on parlait tout à l'heure des idées. Il fallait avoir la meilleure idée parce qu'on était plusieurs à proposer. Quand je proposais mon sujet sur Angélique, la voix des femmes Aka, autochtones, et quand le sujet a été validé, on a travaillé sur l'écriture. Donc, d'abord avant sur l'ossature, comme on disait, donc, les séquences du sujet. Et après, c'est cette envie du terrain que j'ai moi. Parce que moi, je veux aller loin, je veux aller à l'intérieur. Pardon, pour le tournage de ce sujet, j'ai été dans les forêts du nord du Congo, donc à plus de 1200 km de Brazzaville. Je suis resté dans la forêt avec les autochtones, j'ai dormi par terre. Et c'est l'envie de vivre cela et
ses émotions avec ces gens qu'on ne connaît pas, qu'on vient à peine de connaître même. Et on vit comme si on se connaissait depuis. Et ces moments de tournage, les levées de soleil le matin, quand tu le fais avec ta caméra, tu le filmes, c'est tellement magnifique. Et quand tu vis cela une fois, tu as envie de repartir une deuxième fois, quoi. C'est magnifique, en fait. C'est magnifique. Donc comme en termes de rencontre, je disais, c'est parti de là, de ce prix de l'Afrique au féminin de Canal+. Et à partir de ce moment, j'ai eu l'opportunité de réaliser un premier sujet qui a été lauréat. Et c'est là, en fait, j'ai plein d'idées dans la tête encore, hein. J'ai plein d'idées dans la tête encore, comme disait Karim aussi, il faut le signifier. Peut-être, j'ai peut-être pas encore les moyens pour le réaliser, j'ai peut-être pas encore eu de boîte de production pour le prendre, mais j'ai d'idées, mais dès que je veux trouver les moyens, je vais me lancer moi-même sur le terrain pour réaliser mes sujets. Et parce que je veux être sur le terrain tout le temps, je vais aller en forêt parce que mes sujets sont souvent liés avec la forêt, avec l'environnement, avec les populations autochtones, et, avec tout ce qui est loin de la ville, quoi, les belles histoires racontées à l'intérieur. Monsieur Damono, à entendre votre confrère Pambou, il est clair que la passion, ou ça a été après, en fait, en tout cas une formation, qu'il a commencé par faire son premier documentaire. Est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas s'improviser documentariste? Est-ce qu'une formation est un prérequis, en fait, est essentiel pour s'engager dans cette aventure? Oui, je dirais que c'est important en tout cas d'avoir une formation de base, soit sur le journalisme, soit sur le reportage, soit sur la réalisation ou le montage. Mais ce n'est pas forcément ça. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir une idée, mais on dit l'essentiel, c'est de ne pas tout savoir, mais c'est de savoir où tout se trouve. C'est-à-dire, si on sait que j'ai l'idée, mais comme je n'ai pas de connaissances sur la réalisation, je peux m'entourer d'une équipe qui a les compétences. Et je crois que le plus souvent, ça peut apporter quelque chose. Parce que quand il y a des productions où il y a le réalisateur, on peut être le producteur, mais il y a le réalisateur, il y a le monteur. Aussi, je ne sais pas si vous me recevez. Vous m'entendez? Parfaitement bien, on vous entend parfaitement bien. Je disais il faut une équipe. Donc, même si on n'a pas forcément des notions, si on n'a pas été formé sur la réalisation, quand on a une bonne équipe avec soi, mais comme vous êtes l'auteur, il faudrait que vous fassiez ressortir des éléments essentiels. C'est fondamental. Sinon, ça sera le documentaire du réalisateur ou du monteur en fonction de l'influence qu'il aurait eu donc dans l'équipe de réalisation. Et je crois que c'est fondamental. Est-ce qu'il y a certains outils que vous aimeriez peut-être partager avec les confrères, les consoeurs qui nous suivent, des outils de montage, des outils qui sont quand même essentiels dans la réalisation d'un documentaire? Oui, je voudrais dire qu'aujourd'hui, surtout au niveau du montage et même au niveau des types de caméras qui permettent des types d'images. Oui, il y a des images parfois où vous avez quelqu'un de face, mais derrière, il y a une image ou bien il y a un sujet que vous voulez capter. Donc, avec les réflexes. Donc, aujourd'hui, les choses évoluent rapidement en ce qui concerne le matériel. Et même au niveau du montage, il y a tellement de logiciels de montage. Il y en a qui permettent de faire des effets que d'autres ne permettent pas. Donc, c'est toujours bien aussi de se mettre au diapason. Il faut s'adapter, il faut suivre. Et sinon, vous verrez dans votre réalisation que, bon, en réalité, ça ressemble plus à des documentaires qui ont été réalisés dans les années 80. Mais pourtant, de nouveaux outils auraient pu permettre, en tout cas, de faire une bonne production. Mais il faut toujours aussi avoir des aînés auprès de qui on a aussi de l'expérience, on a aussi de l'expertise. Je dirais aussi qu'il faut beaucoup plus aimer aussi les documentaires. Moi, c'est mon cas, hein, dans Studio Wild, ou plutôt Ocha Nature, où je suivais un peu ce que Nicolas Hulot faisait et toute la production qu'il mobilisait. Donc, c'est tout cela qui permet aujourd'hui de me dire, bon, ce sont des éléments de base en plus de la formation pour améliorer ce que je fais et ce que j'aime. Mais est-ce qu'il y a des logiciels de montage que peut-être vous aimeriez recommander? Oui, c'est vrai que moi j'aime plutôt Final Cut. C'est vrai, c'est sur Mac, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais il y a aussi After Effects qui permet de faire de l'infographie et qui se complète. La majorité des cas, aujourd'hui, il y a des logiciels qu'on retrouve un peu presque partout. InMovie sur un peu pour les smartphones et ainsi de suite. C'est bien, mais quand on veut faire de la production professionnelle, il faut aller au-delà. Mais toujours est-il que, comme je dis, avec un seul smartphone, si on est vraiment un bon réalisateur, on peut faire sortir quelque chose que quelqu'un qui a une grosse caméra de 50 millions ne peut pas forcément faire de sortie. Donc, il y a beaucoup de choses. Il faut rechercher sur Internet.
pense qu'en la matière, on peut vraiment se documenter à souhait. Bien sûr, comme disait Karim, avec un très bon téléphone, un très bon téléphone, on peut faire un film. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi les prix, il y a aussi les prix qu'on attribue à des meilleurs films réalisés avec un smartphone et tout. Mais en termes de, comme disait Karim tout à l'heure, lui, il utilise Final Cut, bah, qui est spécifiquement pour les Mac. Moi, par exemple, j'ai la collection Premiere Pro, Adobe Premiere Pro. Oui, là aussi, vous trouverez tout ce qu'il faut en termes pour le montage. Il y a Premiere Pro, il y a Adobe Effect, il y a tout ce qu'il faut pour l'infographie et tout, et c'est très important. Et il y a aussi le choix des caméras. Quand on veut aller sur le terrain, il faut savoir choisir son matériel. C'est très important. On n'a pas tous les mêmes possibilités d'avoir les caméras qui coûtent très très cher pour certaines, mais même avec les caméras réflexes aujourd'hui, l'essentiel c'est d'avoir des objectifs surtout les angles, et on peut faire sortir de très bons films, quoi. Une autre question, quelle est la durée minimum d'un documentaire? Oui, les durées, il y a les durées standards. Hein. Les durées standards, il y a les 13 minutes, il y a les 26, il y a les 52, il y a même plus que ça. Mais c'est des éléments de durée standard. Il y en a aussi qui font en fonction du partenaire aussi. Il y a aussi des exigences sur la plateforme de diffusion. Donc, ça peut être 3 minutes, ça peut être 6 minutes. Ça peut être un petit sujet qu'on réalise pour bon, une émission, un magazine. Et donc, les durées varient en fonction. Donc, il y a ce qui est standard, mais il y a aussi les exigences ici de la plateforme de diffusion. Je parle un peu de télé un peu. Question pour vous, Monsieur Pambou. Euh, elle nous vient de route. Est-ce que nous pouvons centrer, est-ce qu'on peut centrer son documentaire sur un seul personnage, mais avec divers angles? Le secret, c'est que, comme on dit, hein, quand tu es sujet à des séquences, il faut savoir bien le placer. Parce que quand on parle de séquence, un lieu, un personnage, ça peut être le même personnage, mais avec plusieurs séquences. C'est-à-dire, au départ, il peut s'agir d'une femme médecin qui lutte pour le cancer d'enfant. Ben, on peut commencer à le prendre parlant dans un orphelinat où il y a beaucoup d'enfants. Ça fait une séquence avec cette même dame. Ensuite, on peut aller le prendre à l'hôpital où elle reçoit des enfants qui sont victimes de cette maladie. Ensuite, donc, oui, on peut le faire. On peut faire un sujet en suivant un seul personnage, mais après, il faut que des séquences varient. Ça ne doit pas être avec la même séquence, ça doit être plusieurs séquences et un lieu. Et chaque séquence doit aborder une idée. Donc, chaque séquence doit aborder une problématique parce que moi, quand je faisais ma formation chez Galaxy, on disait séquence, personnage, problème. Parce que quand on parle de séquence, il y a un personnage, ça peut être le même personnage pour toutes les séquences, mais après, chaque séquence a un problème que ça aborde et un lieu. Ça peut être à l'intérieur, dans la maison, où on voit la dame en train de traiter un enfant. Ensuite, on le voit dans la rue en train en train d'échanger avec des enfants. Ben, ensuite, on le voit à l'hôpital en train de recevoir des enfants. Là, on comprend que le problème évolue, quoi. Donc oui, oui, possible. Monsieur Karim, vous avez une très longue année d'expérience en réalisation de documentaires. Dites-nous, quelles sont les erreurs qui sont les plus fréquentes, les erreurs qui vous est arrivé de constater en fait en visualisant ou en regardant ce documentaire? Oui, ce qui est fondamental, je prends l'exemple quand j'étais journaliste. En fait, avant de passer à la réalisation, donc je me rendais compte qu'après avoir été sur le terrain, quand je rentrais avec les images, je ne me préoccupais pas très bien sur comment j'allie les images. Et donc, c'est très important d'éviter cela. Parce que nous, aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de réalisations au Nigeria, partout en Afrique. Mais le plus souvent, si vous n'êtes pas dans... Il y a des normes. On a dit que c'est un art et on évalue, on juge, on apprécie un art sur des critères, sur des connaissances qui ont été clairement définies. Donc, les erreurs qu'il faut réellement éviter, si vous ne maîtrisez pas votre sujet, vous allez aller dans tous les sens. Et aussi, vous m'entendez? Donc, si vous ne maîtrisez pas un sujet, vous allez dans tous les sens. Et si vous n'avez pas une bonne équipe, vous serez toujours là en train de recommencer un perpétuel recommencement. Et même au niveau du montage, si vous n'avez pas une bonne connaissance, vous allez envoyer des images. C'est vrai, vous avez un document de 26 minutes. En réalité, ça ne veut rien dire. Et donc, ce sont des erreurs fondamentalement évitées. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus intéressant,
il y a des compétences dans chaque domaine. Je crois que le conseil que je donne ici, il ne faut pas garder souvent son idée pour soi. Il faut partager avec des gens qui vont vous orienter, qui vont vous expliquer ce qu'il faut faire. Mais fondamentalement, il faut éviter de faire un mauvais alignement, un mauvais montage. Le mauvais montage, c'est-à-dire le travail fini est mal fait et tous vos efforts tombent à l'eau. Monsieur Pombo, la même question pour vous. Quelles sont les erreurs à éviter selon vous? Karim l'a il a bien cité, hein. Il faut avoir la maîtrise de son sujet déjà, c'est très important. Après, il faut choisir, par exemple, j'ai lu dans des questions, il y a quelqu'un qui parle, mais quand on va en forêt, est-ce qu'il faut forcément avoir, il faut être formé en sécurité? Ben oui, il est très important quand on va en forêt, par exemple, il faut préparer son matériel. Tu sais que tu vas pas en forêt pour 1 mois ou je sais pas combien de semaines, mais il faut savoir préparer tout ce qu'il te faut, le temps, parce que en forêt, j'imagine, tu vas pas avoir où charger les batteries. Donc, il faut bien préparer tes batteries, il faut bien préparer ta caméra, il faut bien préparer ton ordinateur, les disques durs et tous ces éléments-là. Et c'est très important parce que si tu arrives sur place, ça te manque, la batterie est finie et tu n'as plus de batterie, le sujet il va dans l'eau. Tu as fait 1800 kilomètres et tu as nulle part où charger ta batterie, tu continues à travailler comment? Donc, il est très, très important de bien s'organiser, de bien préparer son matériel, de bien préparer son sujet et en préalable aussi, comme disait Karim, de discuter sur son sujet avec les autres pour que tu arrives à bien structurer ça et de tout avoir. Après, il y a aussi le montage. Parce que si pendant le tournage, tu n'as pas eu ce qu'il faut, ben, le monteur, il peut rien faire, hein. C'est poubelle, comme dit souvent les techniciens, c'est poubelle, quoi. Le monteur ne peut rien faire, tu n'as pas eu les bonnes images, tu n'as pas respecté les codes et tout, ben, tout va dans la poubelle, ton sujet, il va dans l'eau. Oui, la difficulté aussi, si tu le permets, c'est la collaboration que tu dois avoir avec le cadreur et le caméraman. Parce qu'en fait, si vous ne vous entendez pas, si vous ne vous comprenez pas, s'il ne sent pas les choses comme toi, s'il ne prend pas les images comme tu le souhaites, et quand vous allez rentrer, et vous aurez des images qui ne vont pas vous servir. Donc, l'une des difficultés, c'est comment travailler en équipe, même au niveau du son. Il a dit il était donc en forêt. Il faudrait aussi pouvoir avoir des images, du moins du son d'oiseaux, du son qui montre que nous sommes en forêt quand on marche, les feuilles qui craquent. Ouais, tout ça, si vous n'avez pas ça, donc la difficulté, la principale d'ailleurs, c'est très souvent le travail de l'équipe, quoi. Si l'équipe ne partage pas votre passion, votre engagement, n'a pas les mêmes sensations que vous, c'est souvent difficile. Et vous êtes obligé finalement de faire du management, vous tolérez certaines choses, mais en réalité, vous ne serez pas satisfait à la fin du Une question pour vous, une question qui intéresse un participant et qui m'intéresse aussi, la question de financement. Pouvez-vous nous parler de l'autofinancement du documentaire, en fait? Est-ce qu'il y a des organismes, des organisations qui financent? Comment? J'ai écouté le confrère Pambou qui disait qu'il a plein d'idées dans la tête, qu'il fourmille d'idées, mais il y a des moyens qui manquent pour les réaliser. Oui, au niveau donc du financement, c'est vraiment la problématique. Hein. Pas aisé. Quand je prends un peu de mes deux documentaires, je les fais. C'est une question de passion. Je vous raconte juste une histoire. Et quand j'ai fini le documentaire sur les OGM, la controverse, c'est-à-dire qu'il y a un débat sur les OGM et qu'est-ce que la recherche fait des OGM au Burkina Faso. Mais à la fin de la production, les pro-OGM, qui sont donc Monsanto, qui ont un gros budget, qui accompagnent donc les journalistes et les documentaristes, bon, ils ont tout juste regretté le fait que j'ai aussi donné la parole aux anti-OGM. Est-ce que vous avez reçu un financement pour votre... Est-ce que vous avez reçu... Non, je n'ai pas reçu de financement pour ce documentaire. Et j'avoue que ce n'était pas facile. J'ai mobilisé mes propres ressources pour cadreur, pour les questions de son et même pour le monteur. Bon, heureusement que c'est des amis que j'ai avec moi depuis une année. Et comme j'ai aussi des notions sur l'écriture euh, documentaire et très souvent aussi en termes de financement, je n'ai pas reçu de financement. Mais à la fin de la réalisation, il y a eu donc des approches. Mais Monsanto et ses partenaires de Burkina m'ont demandé de réorienter le documentaire et de faire sortir, du moins d'extraire les anti-OGM. Bon, moi, je ne sentais pas la chose comme ça.
Donc, finalement, bon, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de financement. Et même les anti-OGM, bon, je comprends, c'est aussi des firmes françaises qui ont parce que les débats entre l'Europe et les États-Unis sur les OGM au Burkina Faso. Donc, finalement, je n'ai pas reçu de financement de ce soit. Et donc, je suis resté là comme ça. Mais bon, c'est aussi la passion. Mais vous vous rendez compte que depuis lors, je n'ai pas pu faire quelque chose parce que j'ai mobilisé des ressources pour cela. Donc, ce n'est pas évident. Ouais, c'est l'histoire des financements. Souvent, c'est souvent quand on aura des sujets à la demande des ONG, des organisations, et ben, ils imposent leur dictat aussi. Ils imposent leur dictat. Donc, ce qui fait que quand on veut faire un sujet comme l'a fait Karim, librement, avec tout ce que vous voulez faire sortir, ben, il faut s'autoproduire, quoi. C'est, c'est cela, je pense que Karim est d'accord avec moi, parce que lui, il a vécu la même chose, parce que là, il nous fait comprendre que ben, il était obligé de, il y a des anti-OGM et ceux qui étaient pour qui essayaient un peu de tirer le sujet dans leur côté et tout, mais après, c'est une réalité dans tous les sens. Oui, c'est très important. Nathan, aussi, tu le reçois. Non, il n'est pas par là. Voilà, je crois que c'est que aussi fondamental, c'est un peu comme tu l'as dit, c'est que, vous voyez, quand on est artiste, le plus souvent, on est artiste, parce qu'on a dit au début, hein, la façon de voir les choses, et un artiste, on ne le manipule pas. Vous imaginez un partenaire qui donne son argent pour qu'il il y aura son mot à dire, comme l'a dit Pambou. Et en ce moment, il vous influence. Vous n'êtes pas forcément un artiste. Et là, c'est souvent un documentaire institutionnel. Mais je Mhm. crois que l'honnêteté professionnelle aussi recommande que, bon, on précise que c'est un documentaire institutionnel et celui qui le suit sait dans quelles conditions ça a été fait, quel est le partenaire qui a été fait. Parce que le plus souvent, le partenaire même demande à ce qu'il y ait des images même, hein, voilà, des logos, de sa structure et même des acteurs même, voilà, qui travaillent de pouvoir s'exprimer. Donc, on sent le plus souvent que, bon, il y a une imposition et c'est pas toujours évident en fait. Mais quand on veut faire un travail d'artiste, quand on veut être libre, quand on veut faire quelque chose que nous ressentons, si on le fait seul avec les moyens qu'on a, ou du moins avec ceux qui sont passionnés comme vous, comme partenaires financiers, je pense que ça peut faire quelque chose de bien. Mais c'est toujours mieux aussi d'avoir des partenaires. Certains ont été des artistes au départ, ils n'ont pas eu forcément de financement, ils ont d'abord fait des documentaires institutionnels. Quand ils ont eu le maximum de ressources et qu'ils ont su qu'ils peuvent maintenant voler de leur propre aile, parce qu'il y en a qui ont d'abord payé du matériel. Quand on a déjà un ordinateur pour le montage, on résout déjà un grand problème. Si on a aussi la caméra pour faire des prises de vue, on résout un grand problème. Mais aujourd'hui, les caméras coûtent de l'ordre de combien? Les ordinateurs coûtent de l'ordre de combien? Mais s'il faut juste louer la caméra, s'il faut louer l'ordinateur, s'il faut louer le cadre, s'il faut louer les services du monteur, vous voyez, ça allonge le budget, c'est pas toujours évident. Et j'aime bien Pambou qui tourne seul aussi. Ça aussi, on est libre, et c'est bien, et ça nous permet d'aller vite aussi. Désolé, cher confrère, mon ordinateur, il s'est éteint. Je l'ai rallumé. Je rejoins la conversation avec vous. J'étais sur la question du financement. Je ne sais pas si Pambo aussi a répondu. Comment trouver des financements pour réaliser son documentaire? Non, mais si, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais tu étais parti, mais je l'aurais dit encore, si on veut faire vraiment, si on est dans des sujets engagés, des sujets où on veut vraiment apporter de nouvelles choses, le mieux serait de s'auto-financer. Parce que quand on va chercher des organisations pour ça, pour appuyer ce financement, pour appuyer ce produit, souvent, les organisations, eux, ils vont chercher à l'orienter à leur avantage. Et ça déforme ce que soi-même voulait faire au départ. Donc, il est très important d'avoir aussi cette liberté, d'avoir aussi des moyens ou des possibilités de produire son sujet. Et ensuite, parce que c'est possible, hein, ensuite d'aller le proposer à des chaînes de télévision, ils achètent, bien sûr, bien après. Aujourd'hui, on parle de l'environnement. Au niveau du Congo, on parle du Bafet du Congo. Il y a plusieurs sujets réalisés là-dessus. On peut le faire. Ensuite, on va chercher des chaînes qui vont le répondre, des boîtes de production qui vont le répondre. Et je crois que c'est l'un des moyens ou bien des canaux qui restent pour produire des documentaires assez libres et assez indépendants. Est-ce que vous avez une idée de combien ça peut coûter? Non, mais comme Karim le disait tout à l'heure, si
vous avez des moyens déjà. Par exemple, moi, j'ai une caméra, j'ai mon ordinateur, j'ai ma lumière, j'ai tout ce qu'il faut et je sais que je peux aller sur le terrain seul. Ben, écoute, ça me coûte juste le temps de me concentrer, trouver le sujet, l'orienter, discuter et travailler là-dessus, quoi. Parce que comme vous n'avez pas trouvé le budget, par exemple, s'il faut aller en forêt, trouver de quoi aller en forêt, de quoi payer le transport, et tout dépend de où on veut aller, de qu'est-ce qu'on veut aller faire et combien de temps on va le mettre, on va le faire là-bas. Et dans ce cas, on se lance, quoi. Ça, c'est sur le cas de nous autres qui sommes chéris. Et pour ceux qui ne le sont pas, ben, il faut trouver un budget. Par exemple, il faut louer une caméra, il faut avoir un monteur, il faut avoir des cadreurs, il faut avoir un budget pour se nourrir, où on va aller tourner. Il y a tout ça, quoi. Tout ça se calcule. Et en ce moment, quand vous faites, vous budgétisez tout cela, vous cherchez à vous préparer par rapport à cela. Et il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas noté dès le départ. Il ne faut pas être pressé quand on veut faire un bon sujet. Il faut savoir prendre son temps, la passion. Le sujet est, il faut savoir prendre son temps pour mieux réaliser son sujet. Trouver tout ce qu'il faut, tout le mécanisme qu'il faut, tout le financement qu'il faut. On ne le trouve pas forcément chez les partenaires, on peut aussi le trouver soi-même, donc c'est-à-dire préparer. Karim disait sur le cas de son film, jusqu'aujourd'hui, il est resté sur ça parce qu'il avait mis tous ses moyens là-dessus. Mais écoute, vous voyez le résultat que le film a aujourd'hui, les parts que le film a. Donc, c'est ça aussi le plaisir de savoir que ben, moi, je l'ai produit avec toute mon intelligence et toute ma force tant que peu, quoi. Oui, aussi, en tout cas, les prix, du moins, les moyens qu'il faut, les ressources financières qu'il faut varient en fonction aussi de la durée. Et donc, pour un 13 minutes, on n'aura pas forcément le même coût. Mais c'est au niveau de la réalisation. Oui, aujourd'hui, c'est bien, on a des drones qui font des images aériennes. Mais avant, quand il fallait donc mobiliser un avion ou un hélicoptère pour pouvoir faire des images de là-haut, ce n'est pas toujours évident. Et quand on veut souvent aussi avoir certains types d'images, le lever du soleil, du moins s'attendre que la pluie. Ouais, on mobilise des équipes, on peut attendre une journée et ne pas pouvoir faire des images. Donc, en moyenne, pour ce qui est, en tout cas, pour ce qui concerne de façon générale le documentaire institutionnel, c'est dans l'ordre pour 13 minutes dans l'ordre de 3 millions et pour les 26 minutes dans l'ordre de 6 millions. Mais quand il s'agit donc de films documentaires institutionnels de partenaires comme l'Union européenne, ça va dans l'ordre de 15 minutes. Mais en Europe, ils sont à 300 000 euros et même plus. Parce que Pambou l'a dit, il y a des documentaires qui prennent 2 ans. Et 2 ans, vous faites quoi? Parce que vous vivez de cela. Et toute l'équipe est payée. Et donc, quand je prends un peu certains documentaires qui sont faits sur Nat Geo Wild, où on intègre une équipe un peu comme l'armée américaine d'Afghanistan avec 40 caméras, et qu'est-ce que vous faites? Et ça prend combien de temps? Et bon, donc, ouais, c'est de gros budgets et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est toujours bien de s'y essayer. Et même avec, je peux dire, même avec 100 000, on peut faire quelque chose, parce qu'on peut faire des petits sujets aussi avec son smartphone. Alors, une question de Mathilde. Bonjour, comment faites-vous sur le terrain pour faire oublier aux personnes interviewées la caméra pour que le témoignage soit plus réaliste? Je pense que là, c'est très simple. Il faut d'abord mettre la personne en confiance. Et très souvent, hors de la caméra d'abord, on met la personne en confiance, on explique un peu, on l'amène à comprendre un peu, on l'aide aussi, voilà, et on explique ce qu'on recherche de la personne. Mais ce n'est pas toujours évident. Je sais que parfois, moi, j'ai plutôt essayé, pendant que je change avec la personne, elle pense qu'en réalité, c'est avec moi qu'elle converse, mais la caméra est de l'autre côté. Donc, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a des gens qui sont devant la caméra, ils perdent un peu leurs mots, ils perdent leur langage, leurs idées. Et c'est souvent difficile, hein, j'avoue. J'avoue que c'est une difficulté. Grande difficulté d'ailleurs. Parce que moi, souvent, je dis aux gens, en fait, oublie qu'il y a une caméra là. Hein. Oublie qu'il y a une caméra, il n'y a que moi en face de toi. Regarde mon visage, moi, ne regarde pas la caméra, tu parles avec moi et c'est parti, quoi. Mais après, ça marche, hein, ça marche aussi. Mais après, comme l'a dit Karim, quand quelqu'un est face à une caméra, la personne, du coup, se sent stressée, ça monte, ça monte, ça monte. L'essentiel, c'est de parler avant, de discuter hors caméra, de chercher à bien le faire comprendre. Après, à un moment donné, comme vous êtes sur le tas, pardon, quand il s'agit des séquences qui durent longtemps, le tournage dure longtemps, ben, je vous assure que la personne oublie qu'il y avait une caméra à côté là. Et les personnages ils rentrent dans le jeu, quoi. Et personnellement, je leur appelle des bons personnages. Quoi, si on t'entend pas, hein, ton micro est coupé. Oui, tout à fait. Désolé. Une autre question de Mauricio. Parlons un peu de la partie technique. Quel type de caméra, de micro pour réaliser un bon documentaire? Oui,
Ça dépend des On a situations. abordé un peu la question de la caméra. Je pense là, le type de micro pour travailler. Oui, ça dépend. Donc, l'utilisation des types de micros, ça dépend aussi de l'environnement. Mais pour avoir un bon documentaire, il faut avoir un opérateur de prise de son. Il a son module, c'est-à-dire ses appareils seuls, et le plus souvent, vous voyez que des gens avec des perches. Voilà. Ouais. Et puis, il a un élément. Donc, il contrôle la qualité du son au fur et à mesure que c'est enregistré. Mais quand on n'a pas ces ressources-là, souvent, on a des micros directionnels. On a aussi des micros HF et qui sont aussi bien. Bon, là, seulement que c'est le caméraman en même temps qui filme et qui écoute la qualité du son et c'est pas très évident. Mais quand on veut souvent envoyer son documentaire pour des compétitions à l'international, le plus souvent, ils sont regardants sur tous ces aspects. Parce que parfois, il y a des sons qui ne sont pas forcément des sons et qui sont collés au contexte, mais il y a des sons qui sont hors du champ et on a aussi besoin de les avoir. Donc, quand on a un opérateur d'études de son qui a ces appareils, c'est très bien d'avoir de bonnes qualités de son. Mauricio demande également de savoir que signifie valeur de plan, échelle des plans, synopsis et scène. Oui, quand on parle de plan, c'est-à-dire que, je ne sais pas s'il le suit, voilà, on voit à l'écran. Vous voyez, voilà, là c'est plan poitrine, hein, mais il y a plusieurs types de plans. Il y a des plans serrés, il y a des plans larges, il y a des plans moyens, il y a des plans voilà, d'ensemble. Et donc, mais je le conseille plutôt, le synopsis, c'est un peu, c'est l'idée du film. Voilà, donc, mais il y a bien d'autres éléments aussi. Hein, donc, c'est un peu ça. Donc, les valeurs de plan, c'est ça. On prend plusieurs valeurs de plan. Quel plan, elle a quelle valeur, elle montre quoi, elle exprime quoi. Et voilà, donc c'est ça les valeurs de plan. Et donc, Ouais, Karim a répondu, hein. La réponse est claire et nette, hein. Une dernière question pour finir cette session, c'est la question du confrère Caleb sur Facebook. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un document modèle de la préparation d'un documentaire avant d'aller sur le terrain? Je ne pense pas que cela puisse se faire maintenant, mais les deux confrères sont disponibles. Je pense que ceux qui souhaitent peuvent toujours les contacter à travers ce webinaire, que ce soit le confrère Namoano ou Bambou, ils sont disponibles, je parle à votre place, hein, pour répondre à vos questions. Nous sommes déjà à la fin de ce webinaire. Nous allons terminer, mais avant de partir, j'aimerais encore demander aux deux confrères de nous dire peut-être les dernières choses essentielles à savoir. je crois que ce qui est fondamental, il faut d'abord avoir une bonne idée, il faut aimer, ouais, il faut avoir de la passion, mais il ne faut pas hésiter également à s'entourer d'une équipe qui pourrait vous accompagner. Et il faut toujours aussi se faire apprécier ce qu'on a fait à mi-parcours. L'objectif aussi, le document qui sortira ne sera pas votre seul document, sera ce document de tout le monde. Parce que tant que les téléspectateurs n'auront pas l'information recherchée, vous verrez que votre documentaire n'a pas un intérêt pour le public. Donc, c'est fondamental. Il y a aussi aujourd'hui Internet, hein, on peut faire beaucoup de recherches même sur les valeurs de plan, le langage sédiment, les types de montage, le type de caméra en fonction de son budget. Donc, n'hésitez pas à faire de la recherche, ça va être fondamental. Je pense que tout a été dit, hein. Après, comme l'a ajouté Karim, c'est très important d'avoir une bonne idée pour faire son sujet et travailler dessus. Oui. Peut-être que vous reviendrez un peu juste sur les étapes de préparation. Il faut avoir d'abord un bon sujet. Après le sujet, dans son bureau, il faut écrire le test, les séquences. Après, on descend sur le terrain. Il faut avoir avec soi des caméras, un opérateur de prise de son selon Namono. Et puis voilà, et il faut aussi descendre sur le terrain, capter les sons extérieurs, pas seulement ce que nous dit la personne qu'on a en face de soi. Et après, bon, on revient dans son bureau, on fait le montage et la diffusion. Voilà peut-être un peu les aspects sur lesquels on peut peut-être résumer. On termine le webinaire sur cette note. Non, mais effectivement, comme tu le dis, Yann aussi, il faut avoir la bonne idée, travailler dessus, discuter dessus, trouver les angles, trouver les séquences, écrire, parce que moi, c'est ce que je fais, je dis ce que je fais. Moi, je trouve l'idée pour le sujet.
Je discute dessus, j'essaie de voir comment est-ce que je peux réaliser ces sujets. Ensuite, je l'écris, je l'établis en séquence. Mon sujet va avoir 3 séquences, 4 séquences. Ça va toucher tel lieu à tel lieu. Je sais comment est-ce que je vais faire pour y arriver. Et je travaille là-dessus. À partir de ce moment, je prépare tout ce qu'il faut. Donc, c'est-à-dire, si je veux voyager pour aller à l'intérieur, je fais mon budget. Bon, pour que je parte, par exemple, je prends l'exemple, à Igné, où j'étais récemment, il me faut 30 000 aller comme retour. 30 000 fois 2 aller comme retour, il me faut me loger, il faut me nourrir, il faut ceci. Et après cela, j'ai ce budget, j'ai ce fonds. Et là, je prépare tout ce qu'il faut comme matériel, c'est-à-dire caméra, ordinateur, disque dur, clé USB, les batteries, je vérifie, je charge. Et après, à un moment donné aussi, il faut penser, ça, je parle du cas de la forêt, hein, il faut penser de comment est-ce qu'on va s'habiller, parce que quand on part en forêt, il y a des moucherons, il y a tout ce qu'il faut. Il faut penser à des moustiques et tout ce qu'on peut avoir comme travail. Quand on arrive sur le terrain, il faut travailler là. Je parle comme un géré qui va être seul sur le terrain, mais quand on est avec une équipe, vous calculez tout ce que je suis en train de dire, vous le faites ensemble. Pardon, si tu es un cadreur, tu demandes à ton cadreur qu'est-ce que tu as. Tu vérifies avec ton cadreur pour ne pas que vous arrivez sur quelque part. Il te dit c'est si manque, c'est la manque. Non, vous vérifiez tout ce que vous checkez tout le matériel ensemble et vous partez sur le terrain et là, vous savez ce que vous partez chercher et sur place. Vous cherchez tout ce qu'il faut, hein. Il y a ce que vous avez prévu, il y a ce qui peut être ce que vous pouvez trouver sur le terrain. Vous le cherchez. Moi, je le dis, récemment, quand j'étais en forêt, je suis tombé sur 3 autres sujets. J'étais parti pour faire un documentaire, mais j'ai fait 3 petits sujets à côté, quoi. Et ça, c'est l'esprit que j'ai, moi, quand j'arrive, je vois des sujets, je me lance dessus. Je me dis, ça peut intéresser. Je l'ai fait sans pourtant l'avoir vendu avant. Donc, je suis arrivé, j'ai vu des sujets, je me suis lancé dessus. Ensuite, je l'ai pitché, donc je l'ai vendu par la suite. Mais j'ai d'abord tourné, j'ai été là-bas, je savais que je ne veux pas avoir une autre chance de repartir dans cette zone. Donc il faut toujours se lancer sur tout ce qu'on trouve comme sujet, et mais ne pas perdre en vue ce qu'on est allé chercher. Parce que ce qu'on est allé chercher, c'est la mission. Parce que quand on le perd de vue, ben, on a perdu la guerre, on n'a pas réussi sa mission. Donc quand tu prends des sujets à côté, mais il faut savoir que ma mission, c'est là, il faut finir avec ta mission. Donc c'est ce que moi je fais, revenir sur le terrain ici. Mais après, même depuis là-bas, tu peux commencer à checker tes images. Peut-être que tu as eu des ratés et tu pourras peut-être avoir le temps de rattraper cela là-bas. C'est très, très important aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais après, bon, peut-être qu'il y aura d'autres webinaires où on va avoir des occasions de changer encore énormément. Merci à tous les deux. Merci à Karine Amono et à Berdi Bambou pour ces échanges, pour ce moment de partage, surtout pour vos retours d'expérience sur la réalisation d'un documentaire. Il y a encore beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues. Je vois l'intérêt des confrères pour cette thématique. Je pense peut-être qu'on va devoir y revenir, peut-être avec des sessions beaucoup plus détaillées, en webinaire peut-être sur les étapes de préparation, un autre sur l'écriture en fait du documentaire. Je pense que là, on va avoir la chance d'aller plus en profondeur du sujet que nous traitons. Merci à vous pour votre disponibilité. Merci aussi à tous les confrères qui ont participé, qui nous ont posé de très belles questions. Je vous dis merci et vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour un nouveau rendez-vous, un nouveau webinaire où nous parlerons de comment traiter du paludisme dans les médias. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée à tous et au revoir. Au revoir.